C'était une expérience de fou furieux. Je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais en fait je suis rentré littéralement du Maroc, le désert marocain. J'y suis allé en 200... Qu'est-ce qu'elle fout là, la caméra? C'est quoi ce délire? Alors je sais que vous avez envie de voir la 505, mais aujourd'hui moi j'ai vraiment envie de vous parler d'un truc qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur, c'est la... Mais non. Donc là en fait t'es en train de me dire, je t'ai acheté, d'accord, la caméra c'est toi qui décides. C'est toi qui te dis non, moi je veux filmer ce truc là. Comme si c'était un peu la vérité générale, tu vois, comme si tout le monde voulait voir ça finalement. Eh ben vas-y, on fait ça, on fait la 505. Oui alors, j'avoue que la 505 j'ai peut-être un peu beaucoup procrastiné. Enfin, c'est pas que j'ai procrastiné, c'est... Anthony, on n'a pas vu la 505 sur la chaîne, tu fais plus rien. Les gars, cette année on a pondu combien de voitures? Beaucoup de voitures, peut-être beaucoup trop de voitures. Maintenant on va se concentrer sur la 505. Mon objectif est simple, avant la fin du mois de novembre, la voiture est sortie par ses propres moyens de l'atelier, avec moi à son volant. Je tourne la clé, je mets la première, je sors de l'atelier. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup trop de choses à faire. Tiens regarde, on va faire ça bien, Théma, je suis allé chercher un tableau blanc. Alors, mon idée, c'est de sortir de l'atelier en roulant. Ça implique un certain nombre d'étapes. Premièrement, et ça c'est déjà possible, il faut que la voiture puisse démarrer, donc avec la clé. Et ça, c'est ok. Le mec commence déjà à marquer des trucs déjà faits sur le tableau pour se motiver, alors qu'il reste une montagne de choses à faire. Concentre-toi, Anthony. Je fais la liste, je te reprends après, parce que ça va durer 3 heures. Bon ben je viens de faire une liste. Théma. D'abord, avant toute chose, il faut démarrer avec la clé. Ça normalement c'est ok, on l'a déjà fait dans l'épisode précédent je crois, donc ça c'est bon. Ensuite, l'huile et liquide de refroidissement. C'est pas obligatoire, mais j'aimerais bien qu'on ait genre un radiateur d'huile à l'avant. Comme ça tu sais, les deux raccords avec la durite de merde, on y dégage. On met un vrai radiateur devant, on fabrique un vrai support, ça prend déjà 1 semaine de travail mais c'est ok. Et on met juste 2 durites tressées avec 4 raccords en AN10. Au moins notre huile circule et c'est pas la merde. Très bien. Liquide de refroidissement, radiateur. Comme ça, on peut laisser le moteur tourner. Je dis pas que je vais rouler avec et aller faire les courses, mais on peut laisser le moteur tourner sans qu'il chauffe, sans qu'on abîme rien. Plutôt pas mal. Je te ferai voir après, j'ai déjà commencé à bricoler un petit peu cette partie-là. Ensuite, embrayage. Tu sais, j'ai rajouté un pédale box sur la voiture, donc il va falloir connecter notre pédale d'embrayage au récepteur d'embrayage de la boîte de vitesse. Je pense que c'est faisable, hein. On a le réservoir là-haut qui est déjà notre petit bocal, donc ça normalement c'est faisable. Shifter, bah ouais. Une fois que t'as débrayé, tu passes la première pour bouger. Normal. Logique. Sauf que pour passer la première, il faut un shifter. Donc j'ai commandé sur internet un shifter de E46. Il faudra l'adapter sur la 505 pour le connecter à la boîte de vitesse. Et bien évidemment, il faudra faire un tunnel, puisqu'à cet endroit-là, tout est disqué. Il n'y a aucun endroit pour fixer notre shifter. Donc... oui, une fois qu'on a passé notre première, on va accélérer. Donc ça pareil, va falloir régler nos petits problèmes de câbles d'accélérateur qui ne reviennent pas. Donc je pense en mettant un ressort plus important sur la pompe à gasoil. Et oh bah j'ai effacé. Et ensuite il va falloir aîner. Donc pour aîner avec les étriers de 1 et la pédale de 1. Et faire un circuit. Donc faire des durites en cuivre qui vont devant, derrière, partout avec un... Ça j'ai pas du tout envie ça. Hein. Mais bon, si jamais mon accélérateur se bloque ou quoi que ce soit, trop la flemme. Je te mens pas. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet, laisse-moi te parler du sponsor du jour qui n'est autre que Reolink. Et en l'occurrence, ça c'est une super bonne manière pour moi de te parler un petit peu plus de ma vie. Parce que même si je suis au fin fond de la campagne, il m'arrive parfois de recevoir des visites non désirées. Surtout que oui, ces derniers temps, il m'arrive de laisser dormir des voitures dehors. Et ça c'est un peu compliqué. Donc forcément, pour m'aider à surveiller tout ça, j'ai pensé à un partenaire valable qui pouvait réellement m'aider. Reolink. Et oui, ça c'est la Atlas PT Ultra, une caméra motorisée pensée pour couvrir un maximum d'espace avec un minimum d'effort. Aussi étonnant que ça puisse paraître, elle a une batterie de 20 000 mAh, ce qui lui confère jusqu'à 540 jours d'autonomie complète. T'as même pas besoin de tirer d'alimentation, juste vraiment tu la poses sur ton mur, point final. Et là je te parle de l'autonomie sans le panneau solaire. Moi j'ai rajouté le panneau solaire, donc là, pourvu que j'ai une connexion Wi-Fi, je suis 100% autonome. Le setup est ultra simple, tu déballes ta caméra, tu fixes le support, tu fous la caméra sur le support, tu la connectes à la Wi-Fi grâce à l'application et c'est tout. Moi je l'ai installé ici, là où je gare souvent mes voitures la nuit ou la journée ou peu importe. Et forcément c'est un endroit assez sombre la nuit, donc parfait pour tester. Alors forcément la caméra elle enregistre pas 24 heures sur 24 ni 7 jours sur 7, mais elle est équipée d'un détecteur de mouvement qui permet d'enclencher la caméra uniquement quand elle trouve un mouvement. Et bien évidemment vous recevez une notification dès que quelqu'un passe devant votre caméra, c'est la base. Et grâce à une technologie foutue dans la caméra, elle sait même rembobiner le temps jusqu'à 10 secondes avant sa détection pour pouvoir voir la source du problème.
problème. Et ça, je trouve ça vraiment très stylé. Forcément, je te l'ai dit au tout début, la caméra est motorisée et elle peut tourner à 360 degrés. Et grâce à sa fonction d'auto-tracking, elle peut suivre quelqu'un qui marche devant l'atelier. Et ça, c'est pareil, c'est tip top quoi. Et maintenant, le truc qui m'a le plus impressionné, c'est la Color X Night Vision. C'est-à-dire que même quand il fait nuit, même quand il fait très sombre, et ben l'image, elle reste nette, claire et en couleur. Ce qui est vraiment idéal pour moi à l'entrée de mon garage, mais tu peux y mettre dans une écurie, devant ta maison, dans un hangar, etc., etc. Ça fonctionnera, mais en basse lumière. Et forcément, tout se contrôle depuis l'application, que ce soit la rotation de la caméra, sa réactivité, tu peux regarder en direct, tu peux regarder les images enregistrées, tu peux absolument tout faire depuis l'application. Donc en gros, tu poses ta caméra et tu ne t'en occupes plus, elle fait tout pour toi, c'est hyper pratique. Qu'en gros, vous voulez sécuriser un jardin, un abri, une grange, un hangar, une écurie, un truc qui a pas d'électricité, la Atlas PT Ultra, elle est faite pour vous, en tout cas elle est faite pour moi, j'ai même pas eu besoin de percer le mur et ça c'est parfait. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, et ben bravo, parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une giga promotion, même la plus grosse que Reolink fait pendant toute l'année grâce au Black Friday. Alors ne ratez pas ces offres, scannez le QR code à l'écran ou regardez les liens en description pour bénéficier des offres exceptionnelles de Reolink. En tout cas, un énorme merci à eux de soutenir la chaîne et de participer à la surveillance du garage. Bref, retour à la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le projet si vous n'avez pas suivi. Alors en ce qui concerne le projet, je sais pas si vous l'avez compris, mais ça du coup c'est une Peugeot 505 des années 80, d'origine une berline routière toutefois des plus banales, et elle était motorisée par un 4 cylindres diesel atmosphérique qu'on appelait le 1 des Nord, 2,3 litres, qui faisait 70 chevaux. C'est vraiment que dalle. Et si t'as pas suivi le projet, ou si t'as un petit peu oublié ce que je voulais faire, et ben moi je suis en train d'y mettre un moteur Mercedes 6 cylindres diesel, 3 litres de cylindrée, c'est en gros c'est le 2JZ diesel, hein, avec un seul objectif très simple, faire 700 chevaux sur un banc de puissance. Oui, 700 chevaux, Archie. Alors pour te récapituler un peu le truc, c'est un bordel sans nom effectivement. Pour foutre le moteur dans la voiture, il a fallu mettre un berceau de Nissan S13, mettre des supports moteurs de Nissan S13 pour un autre moteur Mercedes. C'est une boîte de vitesse de BMW avec un volant moteur sur mesure, un arbre de transmission Mercedes, un différentiel arrière Mercedes et tous les trains roulants en Nissan. Donc des cardans arrière hybrides Nissan Mercedes. C'est vraiment hyper casse-couille et tout coûte une fortune à faire. Tu l'as peut-être remarqué, depuis le dernier épisode, il y a eu quelques petites évolutions majoritairement esthétiques, mais je vais quand même te les raconter, histoire que tu sois pas trop perdu. En fait, il y a quelques temps, on m'a proposé d'exposer ma voiture au Coupe Auto Légende à Montlhéry, qui est un circuit que j'adore, et du coup, je voulais un truc un peu visuel, tu vois, un truc qui dise aux gens, ouais, la voiture est cool, mais regarde ce qui se passe ici! Donc, j'ai peint le couvre-culasse en jaune Caterpillar, et ensuite je l'ai verni au pistolet, je suis super content du rendu. Et puis, tu peux voir ici qu'il y a également un nouveau truc sur la façade. Alors, pour l'instant, c'est provisoire, hein, les supports sont provisoires, l'emplacement ne me convient pas vraiment à la perfection, mais la voiture a un radiateur, ce qui lui donne une face avant beaucoup plus réaliste, puisqu'il n'y a pas rien derrière la calandre. Et ce radiateur là ne vient pas de n'importe quelle voiture. Effectivement, si je dis pas complètement des conneries, je crois que ça vient d'une Camaro de 3e génération, que le papa de notre cher Clayton Noel Steelworks nous a ramené des United States of America dans sa valise. C'est pas discret hein, de ramener des trucs comme ça. Et du coup, pourquoi est-ce que je me suis dit qu'un radiateur de Camaro c'était une bonne idée? Regarde, bloc, radiateur, donc là il y a un petit schmilblick à faire mais c'est faisable, et en bas, et franchement ça pourrait pas être mieux, enfin ça pourrait, mais c'est quand même déjà pas mal, tu vois ce que je veux dire? Donc après il y a encore quelques petites subtilités, il va falloir que je trouve un bouchon de Camaro, il va falloir peut-être le nettoyer un petit peu, et tu vois il y a même des inserts là en laiton pour rajouter des sondes de température. Bon, le problème c'est que c'est que des mesures américaines, donc il y a rien qui tombe en face comme on le voudrait, mais c'est pas grave, on trouve des adaptateurs, on trouve tout sur internet. Donc aujourd'hui c'est très simple, j'aimerais dans un premier temps, je sais plus, huile. Ah oui voilà, je vais faire mon circuit d'huile. Sauf que pour ce faire, j'aimerais bien mettre un radiateur d'huile en place sur la voiture. Tu vois, vu que ici Ulysse nous a usiné 2 raccords en AN10 qui permettent de foutre un échangeur d'huile, ça pourrait être cool de foutre un échangeur d'huile. Et du coup ça tombe hyper bien parce que j'ai reçu ce colis, là vraiment, à l'instant. Je suis très content. En théorie, dans ce colis, il y a absolument tout ce dont j'ai besoin pour terminer cette vidéo. Genre littéralement tout ce qu'il y a sur la liste tient là-dedans. D'ailleurs, un énorme merci à GT2i qui vient de me sponsoriser l'entièreté de ce colis. Je suis hyper content, c'était absolument pas prévu, ça s'est fait de manière totalement naturelle et franchement, l'échange était trop agréable. Tu sais, genre je les ai pas du tout contactés en mode ouais les gars, moi je m'appelle Anthony Perrier. Moi j'ai des millions d'abonnés sur les réseaux, je peux faire en sorte que vous fassiez des milliards de clientèle. Il faut tout m'envoyer gratos, et après je dis que vous êtes super, même si vous êtes nul, je dis que vous êtes super. C'est idéal pour vous. Non,
Non, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'était vraiment hyper naturel dans le sens où je leur ai juste dit écoutez les gars, bonjour, voilà, je fais un projet, j'ai besoin de pièces, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez les pièces? Est-ce qu'il y a moyen de s'arranger? Est-ce que j'en sais rien, tu vois? Est-ce qu'on peut faire un truc? Je suis un peu en galère. Et ils m'ont dit vas-y, y a pas de problème. J'ai passé un bon moment au téléphone avec eux à lister toutes les pièces dont j'avais besoin. Je leur ai fait des photos de ma bagnole et tout, des différents diamètres, des machins dont j'avais besoin. Ils ont dit ok, y a pas de souci. Ils m'ont aidé et ils m'ont tout envoyé gratos. Donc les gars, si vous avez des commandes à passer, n'hésitez pas à aller voir chez GT2i. Franchement là, ça vient du cœur. Ils ont juste été hyper sympas avec moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-leur un mail, téléphonez-leur, j'en sais rien. Si vous avez besoin d'infos, de renseignements, enfin ils ont une expertise qui m'a vraiment sorti de la merde là. Vous allez voir, il y a plein de trucs que je maîtrise pas du tout dans ce colis. C'est juste pour dire, ils sont à Montpellier, ils sont vraiment sympas. On l'ouvre ou pas? Ouais, j'adore ouvrir des trucs. C'est un peu comme Noël, tu vois. Ok, wouh! Il y a beaucoup de bordel qui fait peur là-dedans. Oh, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Donc ça, c'est pour la suppression de radiateur de chauffage. Ça, je sais pas. Ah, ça, ah ouais! Je sais pas. Ah ouais! Connexion ALU 19. Wow, cool! Je sais pas. Et là-dedans, normalement, on a un truc super cool que j'avais vraiment hâte de déballer. Oh yes, let's go! Eh, si ça, c'est pas la classe. Théma. Le radiateur d'huile, comment il déchire sa mère. En fait, déjà, dans un premier temps, j'aimerais trouver une localisation pour le radiateur d'huile. Derrière la calandre, là, j'aimerais bien mettre l'échangeur d'air. Et puis dessous, il n'y a pas beaucoup de place vu que le pare-choc, il plonge vachement vers l'intérieur. Donc je me dis, autant mettre le radiateur d'huile dessous, même un peu en biais ou quoi, je sais pas, quitte à ouvrir un peu le pare-choc. Mais en fait, pour l'aspect extérieur de la voiture, j'aimerais qu'elle reste le plus d'origine possible. Je suis un puriste. Mais tu vois, par contre, histoire de te donner une idée, sur une prépa comme ça, normalement, il faudrait mettre un échangeur en... Enfin, normalement. Tu peux mettre un échangeur en 60 cm, 30 cm, à mon avis, on va être limité. De toute façon, il y a la plaque, alors... mais 30, ça rentre même pas, là. Si je suis contre la traverse du pare-choc, ça rentre même pas. Donc, il y aura toujours moyen de moyenner, mais en modifiant peut-être la traverse ici, je sais pas, peu importe, tu vois. Et en épaisseur de 10 cm d'épais, un truc comme ça. En vrai, ça peut passer, mais le pare-choc restera pas intact, quoi, tu vois. En fait, il y a une grosse traverse en acier dans le pare-choc qui peut servir de support. Tout est faisable en vrai, hein. Mais tu vois, en fait, l'échangeur, en bas, ce sera pas possible sans défoncer le pare-choc et j'en ai pas hyper envie. Donc, mon idée, c'était genre de le mettre comme ça, à l'envers. Je sais pas si c'est un montage qui peut se faire ou quoi, tu vois, mais ça m'arrange comme ça. J'ai juste un peu de tôle à découper et je pourrais faire passer mes durites là-bas. C'est stylé, non? Tu vois, il descend jusqu'ici. Après, au pire, je peux le peindre en noir, tu vois, pour que ce soit discret derrière la calandre. Ça ressemblerait à ça, en gros. Franchement, ça va, c'est assez discret. Et ça, c'est un 6 cm d'épais, faudrait mettre un 10 cm d'épais. Mais ça veut dire qu'à partir de là, je sais absolument pas où foutre mon radiateur d'huile. Ce qui m'emmerde un peu, puisqu'on aura sûrement un radiateur de gasoil aussi, on aura sûrement... franchement, je sais pas, ça me dépasse un peu là. Et c'est à ce moment qu'Anthony va monologuer pendant des minutes entières, juste pour répéter qu'il ne sait pas où mettre son radiateur d'huile. Observez-le en train de compter les rangées de celui-ci, afin d'oublier le supplice qu'il s'apprête à traverser dans les prochains jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Oula, fais attention, c'est juste posé. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue et j'ai également profité de cette pause repas. Dès que je fais du bruit, il faut que tu viennes me lécher le visage, hein, mais c'est époustouflant. Hein. Et en fait, mon radiateur d'huile, je vais le fixer à l'intérieur du pare-choc. Le problème, c'est que le pare-choc actuellement, il tient avec des rilsans. Donc, avant de commencer l'adaptation du radiateur d'huile sur le pare-choc, je vais d'abord fixer le pare-choc correctement. Donc, ça veut dire probablement disquer les ailes, etc., pour faire rentrer le pare-choc. Parce qu'en fait, pour la petite subtilité, c'est un pare-choc de 505 phase 2 monté sur une phase 1. Ça veut dire que globalement mes ailes elles s'arrêtent genre là, ici. Donc autant te dire qu'il y a tout ça de ferraille et tu vois là ça vient forcer contre et en fait je ne peux pas rentrer mon pare-choc. Donc soit il va falloir disquer l'aile, soit il va falloir disquer le pare-choc, mais dans tous les cas il tient vraiment avec des rilsans et je peux pas laisser ça comme ça tu vois. Et voilà, quelques heures plus tard, le pare-choc est fixé. Regardez, c'est plus facile. Dans l'idée, c'est assez facile, la conception de ce que j'ai fait là. C'est difficile de passer le boîtier derrière, mais tu vois, en fait, il y avait deux tiges filetées qui sortaient ici sur le longeron. Donc, voilà, en fait, j'ai juste fait une patte d'adaptation, j'ai fait pareil de ce côté-là. Et ça fonctionne ensuite, plus tard, sur le côté-là. Je ferai peut-être une fixation rapide pour pouvoir l'enlever, le mettre rapidement. Peut-être que je garderai ma patte, et puis pareil, en façade, là, je mettrai un truc rapide, comme ça, je pourrais le rentrer, le sortir très facilement. Un peu comme sur la drift
drifteuse, mais sans les élastiques tout pourris, parce que c'est quand même pas la meilleure des solutions. Enfin, pour la drifteuse, je voulais ça, parce qu'au moins le pare-choc est libre, tu vois, il peut se promener si je prends un vibreur, un machin, et ça l'éclatera pas en deux. Alors que elle, normalement, bah je me prendrais pas de vibreur, ou en tout cas pas pareil. Donc il existe des petits boutons poussoirs là, clic, et puis ça te libère le pare-choc. Donc je ferai sûrement un truc comme ça. Maintenant que ça c'est fait, je vais t'expliquer comment est-ce que je vais foutre mon radiateur d'huile, ou en tout cas comment je pense le foutre. Dans l'idée, mon pare-choc là, je l'ai pas tout vissé, donc je peux normalement... Faudrait élargir un peu les trous, Anthony. Voilà. Et ensuite, bah là je l'ai vissé. Donc là normalement je peux le faire coulisser. Ok, ça marche pas trop mal comme technique. Donc là je pense que t'as compris, c'est le pare-choc vu de l'intérieur. Ici j'ai le logement pour le clignotant, donc je peux retirer le clignotant. Et dans l'idée, ce que j'aimerais faire, c'est genre venir faire une ouverture ici, mais une ouverture discrète, genre juste des petits trous comme ça sur la longueur, un peu comme la grille qui est ici. Et puis je vais venir le fixer ici à l'intérieur du pare-choc. Alors j'ai pas encore regardé si ça passait dans la voiture, mais du coup ça veut dire que ça va être assez facile de fabriquer des supports. Donc je vais disquer ici ce truc là en plastique qui sert originellement à venir fixer notre veilleuse. Comme ça ici en fait à l'emplacement du clignotant, bah ça dégage, j'aurai un trou. Ici je rajouterai des aérations et ça fera du coup une entrée d'air potentiellement suffisante pour ce radiateur d'huile. Ou sinon, au lieu de le fixer sur le pare-choc, je vais le fixer directement là sur la caisse. Ah bah c'est peut-être encore mieux même. Ça veut dire que là du coup, je viens le fixer directement comme ça, avec un angle sur la caisse directement. Alors faudra voir, faudra le présenter hein, mais dans l'idée, je peux le foutre là comme ça, juste histoire que mes raccords à 90 puissent passer. Ah oui c'est quand même balèze un raccord à N. Et après de toute façon mon clignotant en soi j'en aurais plus vraiment besoin et je pourrais également juste l'inclure dans le phare. Je rajoute une ampoule orange à l'intérieur du phare et en vrai ça marchera très bien pour faire clignotant. Puis c'est pas comme si elle allait sur la voie publique, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais ça peut être pas trop mal de se fabriquer un petit support ici. Je vais le faire tenir avec des rilsans et je vais présenter le pare-choc pour voir à quoi ça ressemble. Bon là t'as capté, c'est juste pour donner une idée hein. Anthony, laisse les viewers tranquilles avec tes gabarits tout pourris. La vidéo a démarré depuis plus de 15 minutes et t'as fait un unboxing et posé un bout de carton devant une traverse. À partir de maintenant, je vais prendre le relais pour vous expliquer ce qu'Anthony a fait dans un temps imparti limité, car Anthony ne sait pas faire ça sans 10 baisers pendant des minutes entières. Après avoir fait joujou avec un gabarit en carton, Anthony a fabriqué un support provisoire pour finalement se rendre compte que la fixation qu'il avait imaginée n'était pas suffisante. Pour pallier à ce problème de façon très intelligente, il a décidé de fabriquer une traverse entre les deux longerons avant. Le problème c'est que les deux longerons avant étaient rouillés, alors il a fallu les réparer. Le longeron il est un peu mortadelle, donc là je vais être obligé de l'ouvrir et de ressouder un truc propre. Bon, ça c'est le résultat final. C'est pas si mal. Alors il y en a qui vont dire que c'est pas terrible parce qu'on voit où ça a été soudé. Bah ouais, la tôle fait pas exactement la même épaisseur. Mais moi, on va dire que je l'ai fait. Et tu vois, dans l'atelier, y a personne d'autre. Je l'ai fait tout seul. C'est peut-être mal fait, mais encore une fois, je le répète, c'est une voiture qui prendra pas la route, c'est une voiture qui passera pas de contrôle technique. On s'en cogne. L'important, c'est que ça tienne. C'est tout. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis dit, bah vas-y, je vais commencer à faire mes petits supports pour... En fait c'est mort, ça se voit ici hein. Entre les deux couches, l'humidité est passée et c'est mort. Là tu vois ma soudure elle est vraiment nickel tip top avec le longeron. Vraiment c'est parfaitement plat et là pas du tout. Donc là je vais redisquer ma soudure, redisquer là, redisquer là, redisquer là et je vais fermer mon longeron totalement. Fait chier. Là il est à peu près 17h44. Ouais, on a une espèce de traverse qui est pas encore soudée sous mes longerons. D'ailleurs ici le longeron, hein, je l'ai totalement refermé. C'est assez ouf, je suis assez fier de moi. Donc j'ai fait ça, j'ai percé ici. En fait j'ai fabriqué des espèces de U tout simplement avec de l'acier de 5 mm que je vais venir souder sur mon longeron. Pareil ici c'est pas encore percé. Pourquoi ? Bah parce que justement j'ai dans ma poche un marqueur. Voilà. Donc là ça je vais y présenter dans ma perceuse à colonne. Percé. Une fois que ce sera percé, je vais venir tout représenter ici, tout pointer. En fait, le radiateur viendra se
poser sur cette barre-là. Cette barre, elle servira aussi à rigidifier un peu l'avant de la voiture, puisque d'origine, il y avait une grosse barre qui était boulonnée ici sous les longerons. Forcément, cette barre-là, je l'ai virée pour pouvoir rentrer l'OM 606, et là, du coup, j'en refabrique une. Alors, je suis d'accord que ça, c'est pas forcément le renfort le plus balèze du monde, mais j'estime que ça ira. En tout cas, au moins pour les parties sur la caisse. Peut-être que le tube, là, je le prendrai en un peu plus épais, j'en sais rien. De toute façon, ça, c'est un montage provisoire. Alors Anthony, on a bien compris que de toute façon dans tes vidéos tu faisais que du provisoire et après ça restait provisoire. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que ce montage de radiateur est provisoire, puisque je vais très certainement être obligé de rabaisser le radiateur, donc probablement disquer ici, et mettre le radiateur plus bas. Pourquoi je dis ça? Parce que là, tout de suite maintenant, j'ai l'impression que si on y met un capot, ça ferme pas à cause du bouchon. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça ferme, j'en sais rien, on s'en fout pour le moment. Et non, bien évidemment, je vais pas juste poser le radiateur contre mon truc en acier, genre par la gravité. En fait, j'ai remarqué que sur les Camaro, selon ChatGPT, il y avait des espèces de cils en bloc en caoutchouc tout le long de la traverse sur lequel vient se poser le radiateur. Il est minuit et des patates. Je te mens pas, là je vais aller me coucher. Mais avant d'aller me coucher, je vais t'expliquer l'idée là que j'ai eue. J'ai acheté du filament TPU. Le filament TPU, qu'est-ce que c'est pour l'imprimante 3D? C'est du filament souple à base de polyuréthane. Et en fait ça va venir se loger sur le tube carré. Tu vois ici l'encoche elle fait 40 mm comme mon tube carré. Et ici ça fait 53,5 mm comme l'intérieur de mon radiateur. Et l'idée ce serait de faire plusieurs morceaux, peut-être 15 cm chacun, tu vois, en TPU, comme un vrai cil en bloc. Si ça marche, j'essaye de faire ça. Bon, alors je suis super content de mes petits prototypes là. Du coup, grâce à ces petits prototypes, j'ai pu prendre mes cotes pour refaire les mêmes en TPU. Ça, tu l'as compris, je te l'ai expliqué. Mais ça veut dire que maintenant, mon radiateur, pour l'installer, j'ai juste à le glisser sur ma traverse. Vu que tout est aux bonnes cotes, ça tombe déjà nickel. Forcément, les patins du bas seront beaucoup plus larges. Peut-être ils feront même la totalité de la largeur de la traverse. Au moins, on est tranquille, on est sûr que le radiateur va pas se faire déformer avec les vibrations, etc. Et vu que c'est en TPU, un dérivé du polyuréthane, ça va en plus amortir les vibrations. Et maintenant, Anthony, comment tu fais pour au-dessus? Exactement comme le système d'origine que j'ai trouvé sur internet. C'est-à-dire que tu vois, j'ai imprimé, donc ça c'est du PLA, un plastique assez dur, j'ai imprimé ces trucs-là qui reprennent exactement la forme du haut de mon radiateur, sauf qu'à l'intérieur, j'ai mis un trou en M8, et à l'intérieur, j'ai fait une empreinte pour y mettre un écrou en M8. Donc ce truc-là, tac, là-dedans, et ensuite, bon, faut imaginer des patounes qui seront entre là et là, et en serrant ici la patoune, ça va venir écraser notre radiateur sur notre cil en bloc du bas. C'est trop bien. Bon là pour l'instant je peux pas vraiment le faire parce que j'ai pas mon truc en TPU, normalement mon filament devrait arriver aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Donc voilà, là tu as l'idée. Vous aurez compris, hein, l'impression 3D c'est un truc qui commence à vraiment me faire kiffer parce qu'en fait on peut absolument tout faire. En gros pour l'instant on imagine que le radiateur sera à peu près par ici, à la louche, à quelques millimètres près. Enfin bref, la question elle est pas là pour l'instant, la question elle est ici. Il va falloir relier ça à ça, sauf que là on est dans l'alternateur. Donc il va falloir modifier le radiateur pour que le coude coïncide et tombe en face de ce truc là sans taper l'alternateur. Et pour ça, GT2i m'a envoyé ce truc là, un raccord à 45 degrés en 45 mm, ce qui peut me permettre de venir mettre celui-là en haut et celui-là en bas. Bon, c'est assez compliqué, mais en gros, il va falloir là que je sorte mon radiateur, que je vienne disquer ce raccord en alu ici, que je lui trouve un bon angle, et ensuite, je vais l'apporter à Clayton pour qu'il me le soude. J'avoue que je sais faire beaucoup de choses, ou en tout cas que j'essaye d'apprendre un maximum de choses, mais souder l'alu, c'est juste pas dans mes compétences, ni dans le panel de matériel dont je dispose. Donc ça, il faut encore demander à des gens spécialisés. Et d'ailleurs, Clayton, il est plutôt pas mauvais normalement. Après ces explications aléatoires saupoudrées de fatigue hautement concentrée, Anthony a disqué l'entrée du radiateur et a commencé à réfléchir à la relocalisation de celui-ci. Finalement, il a décidé qu'il allait déplacer l'entrée vers le haut et boucher le trou d'origine. Bonne idée ou pas, nous le saurons bien à cet âme. Bon bah voilà, ça va être comme ça. Donc là on se rend pas trop compte, mais je vais faire tous mes petits marquages, et puis on ira le ressouder chez Clayton tout à l'heure. En vrai c'est pas si mal, c'est 4 cm plus haut, je pense pas que ça change grand chose, j'en sais rien. Non, l'eau va quand même circuler de toute façon, hein. L'eau va tomber au fond, elle va quand même tourner. Pour moi ça marche, si ça marche pas, tant pis, enfin on trouvera autre chose. Mais dans l'idée, moi je trouve ça bien. Dusk till dawn, I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron, there's darkness in my city, wrong moves and you won't. Casse-toi! Salut! Ça va?
Ça va et toi? Ça va. Radiateur de Camaro, enfin tu Yes, le connais? sir. Ah ouais, on va raconter l'histoire Ok, parce ouais. que j'ai dit c'est le père à Clayton qui m'a ramené ça. Alors ça, c'est mon cousin et mon oncle qui avaient une Trans Am 3rd Gen, donc je crois que c'est un 89 ou un truc comme ça, bref. Ah donc j'ai dit Camaro, mais enfin c'est Ouais, pareil. bref, ouais, même chose. C'est F-Body, c'est même chose. Camaro, Trans Am, même chose. Et du coup, ils avaient changé le radiateur. Ils ont acheté un gros radiateur chez Summit, je crois c'était. Et il y a eu des soucis, ça se montait pas d'origine comme ils avaient. Et eux, ils soudent pas ou quoi. Et moi, j'étais gamin, hein, j'avais genre 10 piges. Et bref, du coup, ça a traîné dans leur garage pendant un moment. Moi, j'ai acheté ma Camaro aux States. Je devais le monter. Au final, j'ai dit, je rentre en France. Et après, du coup, mon père, il s'est tapé ça sur la porche de la maison pendant 5 ans, je crois. Jusqu'à que Anto, il a besoin d'un gros radiateur. Donc, il a ramené. Pète sa mère, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air d'être le centre. I'm going in. I'm going in. Au moins, c'est pointé. Oh la vache. Ouais, j'ai collé là. Oh Parce qu'en ça fait, fait un boucan. ouais, en fait, vu que c'est en alternatif, si je dis pas de conneries, alors selon les tungstènes, des fois ça fait de la merde. Donc sur ce type de poste, le Starworks, moi j'avais utilisé des tungstènes, je crois, en or. C'est à la couleur sur le cul du tungstène là. C'est lantané ou un truc comme ça. Et pas bon. En fait, je consumais mon tungstène plus que ce que je soudais. C'était de la Ah merde. ouais. Je te jure, tu le voyais, gros. Chaque soudure que je faisais, je perdais 1 cm de tungstène. C'est de la merde. Donc là, j'ai mis du pur. Tungstène pur en verre pour l'alu pour ce poste. Excellent. J'ai fait toute la surale à biboche avec. Ben, on va faire ça avec. Et le tungstène, il est en super forme. Mec, comment ça me donne trop envie. Ah, c'est trop de la bombe, mec. Mais vivement qu'on fasse la 505, la surale. Mec, comment ça va être trop bien. Après, je pourrais tout polir et tout, gars, ça va être incroyable. Moi, ce que je veux faire, et j'ai jamais vu personne le faire, c'est anodiser. Ah ouais, tu Mais- peux faire ça sur de l'alu? Bien sûr, l'alu, c'est le métal anodisé, mec. Ah mais oui, je suis bête. Toutes les pièces chinoises et tout, c'est tout de l'alu Exactement. anodisé. T'imagines si t'as une surale genre rouge, violet, bleu, un truc arc-en-ciel, tu vois, c'est un truc de fou. Franchement, il faudrait le faire. Particularité quand tu soudes l'alu, mec, tu vois, le tungstène il finit en boule. Et ça, c'est normal en fait. Je peux pas t'expliquer exactement pourquoi, je suis pas. On peut pas c'est dans la rester. théorie. Mais déjà, s'il est pointu, il va finir en boule. Et quand il est pointu, ou s'il est droit ou carré ou ce que tu veux, c'est pas bon. Ton arc en fait, il va de partout. Quand il est en boule, je sais pas pourquoi. Quand tu soudes en courant continu, il te faut une pointe. Quand tu soudes en courant alternatif, il te faut une boule. Mais l'arc, du coup, il est constant et consistant quand t'es en ton Ah, cône constant, c'est comme le monteur. Ouais, comme le monteur, ouais. Ah, je suis un peu partout, je suis trop fatigué sur mes explications là, mais. Vous avez compris, prenez note, hein, en boule, les gars. I'm going in. I'm going in. I got dependents who depend on me to win. Bon, j'essaye vite ça avant d'aller bouffer. J'ai trop hâte de voir comment ça tombe. Bing bang. Oh ouais, putain, let's go, ça va le faire. Oh oui. Oh putain, je suis grave content. Incroyable. Et regardez là. Ah, vous allez rien voir, mais on est très loin de l'alternateur. Hein. Putain, je suis grave content. Bref, après toute cette histoire de radiateur d'eau, de TPU, de cils en bloc, de machin, bah en fait j'ai complètement oublié le reste. Clairement, je me suis focalisé sur quasiment un seul truc et c'est pas bon en fait. J'ai perdu 2 jours avec cette histoire à force de réfléchir, dessiner, faire des plans, attendre que ça s'imprime, patati patata. Bref, maintenant je vais me focaliser sur l'emplacement définitif de mon radiateur de la huile. Tu vois, j'ai reçu mes 4 petits cils en bloc. Je sais pas si je vais forcément laisser les 4. J'ai envie de dire oui parce que ça pèse quand même son poids. Ça doit faire peut-être 2 kilos et 2 kilos qui vibrent continuellement, c'est pas très bon. Donc on va peut-être lui faire un vrai châssis. Ouais, va falloir trouver un emplacement définitif. Ce sera là. Allez, fin de la vidéo, on passe à autre chose. Non, je déconne. Je te fais pas forcément tout voir, mais je pense que je vais prendre un petit tube carré. Je vais le faire passer ici, le percer forcément pour passer mes cils en bloc. Et ce tube carré là, je vais lui souder une platine qui viendra elle-même se visser sur la caisse côté longeron. Je pense que ça peut être pas si mal. Bref, je passe un petit peu de temps là-dessus et je t'explique ensuite. Je pense qu'on a perdu suffisamment de temps sur le refroidissement. J'ai vraiment envie de passer à la suite. Ça, c'est un bond dans le futur. Enfin, un bond dans le présent. Enfin, pour vous, c'est un bond dans le passé. Parce que ça, pour moi, ça s'est produit il y a des jours. Alors que dans l'instant T, c'est maintenant. Ah oh, putain, je pensais pas que ça tenait aussi bien, Théma. Donc là, en vérité, j'ai fait une patte ici. Donc c'est percé, voilà, j'ai vissé une patte ici. Ici, la patte, elle est pointée avec une soudure bouchon. Donc il y a juste un point de soudure assez large, mais il y a juste un point. Et là, pareil, une petite patte tout en haut. 3 cils en bloc, ici, y a rien. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas besoin, ça tient extrêmement bien, c'est bien amorti. Putain, comment je suis grave content. Et du coup, ça passe, normalement. Incroyable. Là, je suis vraiment content. Ça touche nulle part. C'est nickel. Partout, ça passe vraiment nickel. Là, en bas dans le pare-choc, ça touche nulle part. Là, franchement, factuellement, je peux pas faire mieux que ce montage-là. Alors, j'ai peut-être disqué, genre, beaucoup trop, mais c'est pas grave, parce que j'ai une idée pour combler cet énorme trou. En mode, ouais,
au moins il y a de l'air qui circule, tu vois. Et en fait, ce que je pensais faire, c'était faire un coffrage derrière, en guise de pare-boue, tu vois, comme ça, toutes les merdes de la roue, comme je l'ai déjà dit, ne viennent pas taper dans le radiateur. Et vu la place que j'aurais dans mon caisson derrière, je pourrais y mettre un ventilateur pour que ça aspire de l'air, parce que l'entrée d'air ici, elle est pas phénoménale. Donc je ferai une écope, je pense, en 3D, pour venir guider l'air sur le radiateur en particulier. Et si ça ne suffit pas, je ferai une entrée d'air là, comme ça, comme je l'ai précisé, un peu dans ce style-là. Donc voilà, je suis hyper content. Là, dans l'idée, il va falloir maintenant joindre mes raccords là à mon moteur là-bas. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, j'avais fait cette espèce de bouclette, tu vois, là on est directement sur le support de filtre à huile. Et pour faire mon premier démarrage, j'avais juste fait une petite bouclette comme ça qui allait d'un trou à l'autre. Donc très cool, mais pas terrible. Ça, c'est une durite de refroidissement, tu vois, elle est en train de gonfler à cause de l'huile, hein, c'est vraiment pas fait pour. Et d'ailleurs, tu vois en bas là, ça pisse, parce que ça rentre par capillarité à l'intérieur du silicone ou du caoutchouc de la durite. Tu vois, la durite, elle transpire. Donc je me suis dit là, pour ce démarrage là, autant faire les choses correctement et le raccorder directement ici à notre radiateur d'huile. Donc en gros, une entrée, une sortie, y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que je vais mettre l'entrée dans l'entrée et la sortie dans la sortie. Y a pas vraiment d'entrée, y a pas vraiment de sortie, juste j'en mets un sur un et l'autre sur l'autre, tu vois ce que je veux dire? Chers passagers du vol 505 Airlines à destination de l'épisode 7, veuillez attacher vos ceintures. Nous entrons dans une Anthony de turbulence. Ce cumulo-fatigue rend les explications d'Anthony chiantes et répétitives, et votre Captain Speaking se voit obligé d'intervenir. Du coup, il a raccordé les durites AN non sans mal. Il s'est fait mal. Puis, il a quand même réussi après quelques coups de disqueuse. Puis, il a reparlé pour la 33e fois de ces silent blocs souples imprimés en 3D, comme les gâteaux apéro. Pour finir, il a à peu près fixé le radiateur et a commencé à poncer l'autre entrée d'eau avant de s'écrouler de fatigue. Chers passagers, préparez-vous à l'achérissage. Ça, c'est ni fait ni à faire. Non mais, c'est quoi cette merde? Voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Donc, le radiateur en haut, c'est bon. Le radiateur en bas, c'est bon. Oui, il va manquer ça. Cette grosse durite bleue, ainsi que les deux petits U qui sont là, vont nous être utiles pour une chose. Quoi donc? Tu vois ici, juste au-dessus de la pompe à eau, t'as une autre petite durite, un petit tube en ferraille là, qui mène nulle part. Ici, juste à côté du filtre à huile, au-dessus de nos coudes bleus, ce truc-là, exactement, ces deux durites-là, elles font circuler l'eau jusqu'au radiateur de chauffage de cette merveilleuse classe E W210. Bon, ça c'est pas une W210, et de toute façon, j'ai complètement dégagé le circuit de chauffage. Il y avait plusieurs solutions. Première solution, remettre un radiateur de chauffage dans la 505, mais voilà, comme énoncé, je m'en fous, ça fait du câblage en plus, ça fait des tuyaux en plus, ça fait des trucs en plus, et j'en ai pas envie. Deuxième chose, condamner. Boucher là. Non, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que sur le circuit de refroidissement du 606, c'est étudié pour tourner. Quoi qu'il en soit, il y a une entrée, une sortie, et ça tourne. Ça peut tourner en circuit fermé si le chauffage est désactivé dans la voiture, mais ça tourne toujours. Donc je me dis, si je bouche l'un ou l'autre, ça fera peut-être un point chaud, ou un point froid, ou j'en sais rien. Je sais pas comment c'est fait à l'intérieur du bloc. On le verra très rapidement, de toute façon, dans cette série de vidéos, peut-être pas tout de suite, mais très bientôt. Mais dans l'idée, je veux pas que ce soit bouché. Donc, on va refaire un circuit, tout simplement. En gros, tu vois, normalement, en sortie de cette petite durite là, t'as une espèce de pompe électrique qui va servir à faire circuler le liquide tout le temps, même quand le moteur ne tourne pas. Donc c'est un peu relou, puisque ça vient dans ce sens là, et là-bas ça va dans ce sens là. Donc là-bas je vais y mettre un U, ici je vais y mettre un U, et entre les deux on va y mettre ce gros tuyau bleu qui est fait exprès pour le liquide de refroidissement. C'est très certainement l'un des pires montages de l'histoire de l'humanité de l'automobile, mais c'est pas grave. On a donc un U, une durite bleue qui fait le tour du moteur, et qui arrive là. Est-ce que je suis fier de mon montage? Non. Est-ce que ça va rester comme ça pendant au moins quelques mois? Oui. Enfin, jusqu'à ce que je trouve mieux, en fait. J'ai envie de mettre de l'eau dans mon moteur. Comme ça, au moins, j'y laisse toute la nuit et on voit si ça pisse. Alors oui, sur le papier, je suis d'accord avec vous. Ça peut paraître bizarre, là, ce que je suis en train de faire. En réalité, ça l'est pas vraiment. C'est de l'eau. Oula. L'eau est là. D'accord. Et ensuite, je pensais qu'elle allait descendre. Elle est juste là. Il y a un truc que j'ai mal fait. Non, alors en fait, j'ai remis de l'eau. Et j'ai compris que en fait, ce genre de radiateur-là, il fallait mettre plus d'eau. Parce qu'en fait, ça, c'est très haut. Du coup, faut remplir très haut le radiateur pour que l'eau, elle aille là. Et au final, au lieu de mettre genre 2 litres dans le radiateur, j'ai mis 10 litres dans le circuit complet. Et ouais, il y a des petits problèmes. Mais ça a pas l'air très grave. On va mettre de l'huile. Ici, normalement, j'ai de quoi faire. Alors, par contre, en vrai, ça m'emmerde un peu de gâcher de la motule parce que, typiquement, le moteur, il va tourner 3 minutes, quoi. J'ai pas des fonds d'huile qui traînent. Je crois que j'ai fait ça la dernière fois. Si j'ai
des fonds d'huile, ce sera très bien. Et là, il a mis des restes d'huile dans la voiture avant de tomber de fatigue une nouvelle fois. Car oui, on est toujours le même jour que lors de ma précédente intervention. Sauf qu'il est plus minuit, mais 3h du matin. Il est malade. Salut, c'est le lendemain. Du coup, l'huile c'est bon, l'eau c'est bon. J'ai remis la batterie dans la voiture, j'ai rebranché le faisceau. Là, l'objectif, ça va être de la démarrer en speed, juste pour être sûr que tout fonctionne encore. Parce que ça fait des mois que je l'ai pas démarré. À chaque fois, je suis un peu stressé quand je m'apprête à démarrer la voiture. Et j'aimerais en fait laisser tourner le moteur quelques secondes au ralenti, histoire de faire monter la pression d'huile et que l'huile puisse aller dans notre nouveau circuit d'huile pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Et ensuite, je pourrais refaire mon niveau. Parce que hier soir, le niveau était bon. Mais entre temps, j'ai rajouté un réservoir et j'ai rajouté des durites. Et tout ça, pour l'instant, c'est complètement vide. Donc le niveau est bon, mais en fait, il est pas bon. Parce qu'une fois que l'huile sera allée de partout, bah, le niveau aura drastiquement baissé. Ça, extincteur ici, on ne sait jamais. Donc là, dans l'idée, préchauffe. Tchougou, 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 tchougou. Putain, comment ça fait plaisir de l'entendre tourner. Je vais regarder mon huile. Mon huile a dû se promener un peu. Ça dit quoi, la huile? Elle est vraiment liquide. Ça, je comprends pas, par contre. Hein. Ok, ça a baissé un peu, mais c'est pas foufou. Bon, j'ai l'impression qu'on a pas bien de gasoil. On va pomper à la main. Ma petite poire, elle est bien dure. Des fois, ça fait un bot. Je pense que niveau gasoil, on est pas mal. Hein. Donc, on a de la pression d'huile. Enfin, en tout cas, il se passe quelque chose. Ça, c'est une bonne chose. Tchougou, 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 tchougou. Oh la vache! Je sais pas si vous avez vu, il y a eu genre des étincelles de tahléouf qui sont sorties de l'échappement et tout. Ouf, à chaque fois, je suis comme un gamin, c'est un truc de ouf. L'huile, oh là là, je tremble, je sais plus où donner de la tête. Si vous avez jamais fait ce genre de projet, alors sans dire de faire un swap comme ça monstrueux, mais juste bricoler sa propre bagnole, faire des trucs qu'on maîtrise pas trop, qu'on connaît pas trop, le moment où ça doit démarrer, mais t'es pas bien quoi. Tu te dis, mais si j'ai foiré un truc, c'est tout baisé. Et globalement, c'est ça qui se passe dans ma tête à chaque fois. On va essayer de le redémarrer un peu. On va essayer de le faire tourner un peu au ralenti, voir ce que ça fait. Il tient pas le ralenti à froid, je pense que c'est un réglage de pompe. Oh putain, il y a plein d'huile par terre, sa mère. Non, en fait, il y a une petite fuite sur la voiture. C'est pratique de pas avoir de plancher. Je sais pas par où est-ce qu'on va la voir le mieux. Là. Là, tu vois, par terre, le truc noir là, c'est pas normal. Donc maintenant, il faut comprendre d'où ça vient. Ça doit venir d'un de ces raccords là, vu que c'est pile en dessous. Je vais investiguer. Effectivement, ça se passe au niveau des deux raccords que Ulysse m'a usiné selon mes cotes. Le problème, c'est qu'on n'a pas le joint Mercedes avec les cotes d'origine, donc il faudrait peut-être que je commande ça. Et pareil, en fait, les deux platines en inox sont juste vissées à sec avec le joint torique à l'intérieur. Je sais pas si d'origine il y a un joint papier ou un joint en pâte ou je sais pas. Ça pisse quand même pas mal. J'ai essayé d'y resserrer un petit peu. On va faire retourner la voiture, mais à mon avis, c'est pas bien bon. Hein. Vu la quantité qu'il y a par terre, c'est pas bien bon. Hein. Effectivement, quand tu la tiens en ralenti au pied, elle finit par tenir toute seule. À la fin, elle tenait toute seule. C'est moi qui l'ai coupée à la clé, donc ça, c'est très cool. Par contre, effectivement, je voyais le plic-ploc couler sur la voiture, et ça, c'est pas foufou, quoi. Soit je démonte les raccords, je vois si je peux pas trouver des joints plus épais, mais je fais quand même un joint en pâte à joint, ou en papier, j'ai du papier. Bah, c'est tout, en fait. J'ai pas 15 solutions, hein. Ha. Bon, en fait, concernant la fuite, je vais rien toucher. Je vais rien toucher parce que j'ai juste commandé les bons joints. Là, on le sait très bien, c'était pas les bons joints. Ulysse m'avait dit, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ça a fonctionné un temps, là, ça fonctionne plus. À mon avis, les joints ont dû se gorger d'huile et après, bah, l'huile a dû pouvoir passer. Voilà, ça, c'est une chose. Donc, j'ai commandé des joints chez Mercedes et à mon avis, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Bon, parce que là, je pense qu'il est important de rétapiculer. Démarrer, clé, ok. Ça, c'est bon. On a vu, la voiture a démarré. Huile plus liquide de refroidissement, radiateur. C'est fait. Il y a juste une fuite. Bon, la fuite, est-ce que c'est important? Oui, c'est sûrement important, mais on s'en branle. Vu que j'ai commandé le bon joint, ça viendra plus tard. Maintenant, embrayage. Pédale plus huile. C'est parti. En gros, vous le savez très certainement, et si vous le savez pas, bah je vais vous l'expliquer. J'ai supprimé le pédalier d'origine sur ma 505. J'ai mis un pédalbox OBP. Sur ce pédalier, tu le vois, il y a 3 mètres cylindres. Pourquoi 3 mètres cylindres? Eh bien, un pour l'embrayage, vu que sur les boîtes de BMW E46 330D, c'est un embrayage hydraulique. Bah j'ai un mètre cylindre. Sur le mètre cylindre, j'ai donc une arrivée et
un départ qui va jusqu'à la boîte. Et ensuite, sur ma pédale de frein, j'ai 2 mètres cylindres. Pourquoi 2 mètres cylindres? Bah 1 mètre cylindre pour les freins avant et 1 mètre cylindre pour les freins arrière. Ça, on y viendra juste après. D'abord, on doit rendre l'embrayage fonctionnel. Bon bah c'est parti, je vais te montrer ce que les copains de chez GT2i m'ont envoyé en ce qui concerne la partie de l'embrayage. Alors déjà, je suis super content parce que le carton GT2i que j'ai éventré est presque vide. Il reste plus que ça, les petits bocaux, un petit peu de tuyaux, des raccords comme ça en T et puis des colliers, voilà. Et on aura terminé la vidéo. Donc ça, c'est pour récepteur et là, embrayage. Et ça, du coup, pour que tu comprennes, bah, c'est de la durite Dash. C'est exactement comme la grosse durite AN avec les raccords bleus et rouges qu'on a assemblé juste avant. C'est exactement le même principe, mais en beaucoup plus petit. Et là, ils ont été hyper sympas, ils l'ont assemblé pour moi. Donc j'ai un côté en 10 par 100 et un côté en 3/8e, je sais plus. Bah, c'est une taille américaine bizarre. Un côté embrayage BMW et un côté mètre cylindre. C'est parti. J'ai essayé de vous le filmer, hein. Sincèrement, c'était pas filmable. Hein. J'arrivais pas du tout à vous filmer le truc. Ici, sur le récepteur de l'embrayage, le petit truc de purge est juste là. Ah, donc ce flexible qui part jusque devant, qui fait tout le tour et qui rentre du côté gauche. On peut le voir juste là. Et il rentre dans le mètre cylindre. Oui, bravo. Donc là ensuite, bah, quand on presse sur la pédale, ça vient presser et envoyer du liquide ici, envoyer de la pression ici. Et là tu vois, il reste la petite tétine jaune qui est juste là-bas au fond. Et sur cette petite tétine jaune, on va venir y mettre l'arrivée de liquide de frein. Parce que oui, un embrayage hydraulique, c'est pas un liquide d'embrayage, c'est du liquide de frein. Du DOT 4 en gros. Bah je vais te montrer comment on fait du coup. Oui, bien sûr. Bah c'est ça la suite. On va utiliser ces raccords là. Ça vient se visser sur le mètre cylindre, mais côté réception de liquide. Et puis ensuite, petite durite, petit bocal, bien évidemment. Petit bocal sur lequel tu viens mettre ta petite durite. Emmanchée. Tout simplement. À la base, moi j'avais commandé ceux-là. Pareil, la même marque, mais avec un filetage au bout. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que, bah, très relou. Parce que pour aller au bout du filetage, il faut un adaptateur et un machin et un truc et un bidule. Ou alors, pareil, il faut le faire avec les mêmes raccords que ce qu'on vient de faire le récepteur d'embrayage. Chiant, cher, pas pratique. Là, vraiment, une durite de collier, point final. Il n'y a pas de pression, c'est juste la gravité qui fait que ça vient tomber dedans. La gravité ou la pression qu'on y demande, mais ça va juste aspirer, ça va pas mettre sous pression. Donc, bah, on va changer les bocaux. Et avant de changer les bocaux, faut refaire un support. Parce que pareil, j'avais acheté un support. Derrière, c'est fait maison, mais ça, je l'avais acheté pour mettre 2 bocaux. Le problème, c'est que du coup, il va en falloir un 3e. Alors après, je peux toujours garder ce support-là pour les freins. Genre faire un frein avant, un frein arrière. Je remets les bocaux à cet endroit-là. Et je me fabrique une rallonge de support pour mettre ici notre liquide d'embrayage. Comme ça suivra les pédales. Vue de face, ça fera embrayage, frein avant ou arrière, frein avant ou arrière. Franchement, ça se tient. On va fabriquer une petite rallonge de support. Ça va être très bien. Ok, bon, j'ai fabriqué ça comme j'ai pu. C'est-à-dire que j'ai juste fait une rallonge, tu vois, sur la partie droite. Alors... Voilà, c'était absolument pas prévu que ça ressemble à ça. Je referai un support vraiment propre, je pense limite en découpe laser, machin, je modéliserai un truc sur SolidWorks, je fais un truc vraiment énervé, fixé là et fixé là-bas pour que ce soit vraiment stable. Mais on va dire que pour aujourd'hui, ce sera plus que très bien. Maintenant, l'idée, bah tu l'as compris, ça va être de raccorder mon bocal, ça va être celui de droite je pense, à mon mètre cylindre d'embrayage. Ensuite, j'aurai plus qu'à mettre du liquide, pomper, purger, et on aura techniquement un embrayage fonctionnel et ça me rend vraiment hyper heureux. Bon bah c'est parti. Je vais te montrer, en fait c'est très simple. Pour le mètre cylindre, je fouille dans ma poche, voilà, juste une petite tétine comme ça qu'il va falloir visser sur le sommet du mètre cylindre. Regarde, on enlève le petit bouchon et là normalement ça doit être le bon pas. Merveilleux. Quand ça se passe comme ça là, ça me rend vraiment tout joie. Il y a un petit joint torique, on vient y mettre un petit serrage, ça a l'air d'être du 12 ou du 13. Putain, c'est du 14, faut que je m'en aille et que je revienne. Putain, là, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il y a des millions de trucs différents sur la caisse et à chaque fois c'est une clé différente. Ça me rend ouf. Hop là. Et ensuite, ça va pas être le plus compliqué. Tirer la durite de ce bocal jusqu'au raccord là-bas. Encore une fois, tu vas dire, mais Anthony, tu fais que du provisoire. Oui, bah oui. En même temps, là, vu la deadline de merde que je me suis fixé, faut que la caisse roule demain midi. Il est 17h, donc je vais me foutre sur le bocal de droite. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup mieux, hein. Et ensuite, je vais balancer ça dans mon gros trou. Ah oui, ok. Et ensuite là je vais y mettre un collier pour être sûr que ça se barre pas. Ok. Ah oui, puis ce que vous avez peut-être oublié, vous, c'est que tout est coupé à la disqueuse dans la voiture. Alors si je fais un faux mouvement, je vais à l'hôpital, direct quoi. Bon, maintenant que ça c'est fait, il faut mettre du glou-glou là-dedans. Pareil, encore une fois, est-ce qu'on met du Motul en sachant que je vais tout redémonter un jour ou l'autre? Non, hein. Alors en fait, la vanne là sur Motul, elle est très simple, hein. Je veux pas que ce soit mal interprété, c'est juste que j'ai la valeur de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas parce que je paye pas les liquides Motul qu'il faut les gaspiller. Et là, en l'occurrence, ce serait du gaspillage. Mettre de la Motul compétition là tout de suite maintenant dans le
moteur, ça sert à quoi? Je vais pas faire une pub pour Motul en mode waouh, regardez comme il démarre bien. Non, l'huile Motul, je suis hyper heureux de l'avoir, mais j'ai conscience de ce que ça coûte, je vais la garder pour les moments où ce sera nécessaire. Une fois que le moteur sera refait, on y mettra de la Motul. Enfin bref, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Bon, je pense qu'il est l'heure de mettre du liquide. C'est un peu excitant, je suis un peu content. En vrai, je suis un peu hyper excité parce que c'est quand même une grande étape là qu'on est en train de franchir. Je suis hyper d'accord avec vous. La plupart des choses qui ont été faites sur la voiture sont provisoires, mais ça avance. Et oui, il y a bien un moment où je vais reprendre tout mon provisoire. Mais là, pour l'instant, j'apprends, je découvre. Je veux pas faire des trucs trop bien parce que peut-être qu'il faudra y refaire après, tu vois. Ben, je vais aller pomper, prendre ma petite bouteille, ma petite durite et je vais faire ma purge. L'avantage, c'est que vu que la boîte, elle est dans la voiture, pour faire la purge, j'ai besoin de personne. Ça, c'est très pratique. Ah, oh putain. Comment ça va? Alors là, le poste de conduite, je suis hyper d'accord avec toi, il est trop bizarre. Hein. Le volant, il est dans mes genoux. Le pédalier, il est à Watt 1000 là-bas. L'objectif après dans l'habitacle, c'est de reculer le volant et d'avoir le siège comme dans les voitures de course, plus loin. Donc le shifter ici, au lieu qu'il soit là. Tu as compris? Oh, du liquide! Oh putain! Oh oui! Hop, j'ai remis du liquide, tu vois, par rapport aux autres. Il y a du liquide. Voilà à quoi ressemble mon système. Donc là, bah, je vais repomper encore un peu. Oh, la pédale est dure. Là, il y a vraiment quelque chose, là. Elle revient, normal. Je suis vraiment hypé, là. Donc là, si j'ouvre le purgeur, qu'est-ce qui se passe? En vrai, je pense que c'est purgé, hein. Là, si je pompe, il se passe plus rien. Ouais, je pense qu'il y a plus d'air. Ok, ça fait plaisir. Du coup, maintenant, c'est très bien, on a un embrayage, donc on peut changer les vitesses techniquement. Mais, comment on change les vitesses là? On peut pas. Donc là, maintenant, il va falloir fabriquer un shifter. Et forcément, pour le shifter, bah, je me suis pas trop cassé la tête, je suis allé sur un très célèbre site d'un autre continent et j'ai chopé un short shifter pour une BMW E46. Forcément, puisque la BMW E46, elle a une boîte de vitesse de... Oui, BMW E46. Putain, on a failli passer à côté de l'AVC. Donc il va falloir créer un support pour ce truc-là et ensuite il faudra raccorder ce truc-là au bitonio que je t'ai montré sur la boîte. En vrai, je suis plutôt excité à propos de ce truc-là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je suis pas sûr de ma position de conduite dans la voiture. J'ai reçu un siège qui est là-haut sur la mezzanine, mais je l'installe pas tant que j'ai pas le volant, avec le moyeu, parce que je sais pas où tombe le volant. Ah. Hein, t'as compris, hein? Donc je pense qu'on va partir du principe que le siège va être là où est le siège actuel de la 505. C'est peut-être pas le plus ergonomique, mais je vais faire ça de manière provisoire. Comme ça, je pourrais le démonter et le refaire propre. Bah, de toute façon, on refera un tunnel de boîte, donc ça va forcément dégager. Non, je ne compte pas faire un tunnel maintenant. En fait, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui comprennent pas forcément pourquoi est-ce que là, je fais que du provisoire. Bah, parce que, putain, les gars, on fabrique une voiture de B à Y. Oh, ça veut dire quoi ça, de B à Y? Bah, c'est pas de A à Z, puisque j'ai déjà une voiture, j'ai déjà un moteur, j'ai déjà une boîte. Ouais, de C à X. On fabrique une voiture de C à X. Donc, il y a des trucs qu'on peut se permettre de faire tout de suite, comme les supports moteurs, etc. Parce que ça ne bougera pas. En revanche, il y a des trucs qu'on peut pas se permettre de faire tout de suite. Anthony, tu parles beaucoup trop. Oui, bah j'ai compris. Tu vois, on pourrait se dire que installer le shifter, ça va être un truc hyper compliqué parce que c'est hyper technique. En vérité, ça l'est absolument pas. Je pense que ça va être un des trucs les plus faciles à faire de la vidéo. Ça va nécessiter un petit peu de soudure. Je vais sûrement brûler un peu mon siège, je vais sûrement déclencher l'extincteur. Mais sur le papier, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Premier truc que je vais faire, c'est dégager le frein à main parce qu'il me sert à rien. En fait, je peux pas me permettre de faire un truc trop parfait parce que, tu l'as compris, ça doit être provisoire. J'ai pas le choix. Donc, il faut faire un support pour ce truc-là. Et en plus, c'est livré avec une platine. Je sais pas comment c'est monté sur E46, c'est peut-être monté en sandwich. Mais en l'occurrence, moi, ça va m'aider. Puisque une fois que j'ai défini l'emplacement de mon shifter, et ben j'ai juste à souder ça en place. Avec du fer plat. Mais ouais, premier truc, c'est dégager le frein à main. 1, 2, 3 vis. Salut! 1, 2, frein à main dehors. Parfait. Donc à partir de là, je vais définir où va se situer mon shifter. Alors, déjà, je pense qu'il faut que cette pièce-là soit la même hauteur que cette pièce-là. Alors, à l'œil, il y a une phalange. Donc il faudrait que mon axe là, il soit à une phalange. Donc il faudrait qu'il soit à peu près à cette hauteur. Ouais, ça me semble bien. Et la position, bah là, c'est bien, non? Et la hauteur, comme ça là, donc ça fait à peu près ça, la moitié de la clé plate. Voilà, je vais faire 4 fers plats qui font à peu près la moitié de la clé plate. Tiens, regarde, j'ai fabriqué une table basse. Oh, c'est éclaté. Oh, comment c'est nul. Mais ça ferait une très bonne base. Après, ce sera consolidé, blablabla. En gros, ça nous fait une super base. Ouais, ça tombe bien, là. Faut vraiment bien reculer le volant, mais ça tombe bien. Dans l'idée, c'est pas trop mal. Et ça viendra se visser comme ça. T'as capté? C'est pas trop mal.
Et voilà, je suis super content. J'ai mis cet accoutrement pour protéger mes pieds. Je me suis pris une boulette tout à l'heure dans la chaussette, ça fait super mal. Je vais te montrer à quoi ça ressemble, en vrai c'est pas si mal. Pour un truc provisoire, c'est pas si mal. En vrai vous allez être tellement chiant dans les commentaires avec le mot provisoire, j'ai tellement pas hâte. Alors, c'est l'heure de l'installation. Provisoire, bien évidemment, c'est le mot-clé de la vidéo. En vrai, une fois que ce sera tout consolidé, machin... Alors du coup, on va mesurer ça, et ensuite avec un tube carré, autant mon petit tube carré là, mon 2x2, ça marche. En fait, faut que je mesure, je peux pas deviner, Anthony, c'est débile ce que tu fais là. Ça fait 22, et ça fait à peu près 22. Ben ouais, ça marche. De trou à trou, 33. 33 pile poil. Ok. Donc là l'idée, elle est très simple, ça va être faire un tube sur lequel sont soudées 2 petites patounes pour y mettre les vis, et du coup ça veut dire que ça et ça se sera lié, et dès que je fais un mouvement ici, il sera reporté là-bas. Donc là tu l'as compris, il me faut une biellette entre le levier et la boîte de vitesse. Bah ça tombe bien, regarde, j'ai les mains dégueulasses, je viens de passer une bonne heure à fabriquer ce truc là. On va essayer de l'installer pour voir si ça fonctionne. Tu vois c'est tout bête hein, tube carré 2x2 en 2 mm d'épais, ou 1,5 d'épais, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Alors c'est pas parfait, mais pareil, en tant que biellette provisoire, ça va très bien marcher. Alors, j'ai déjà mis mes vis ici. Pour l'instant, ça a pas l'air de spécialement bien marcher. Je pense qu'il manque des pièces sur ce shifter pour que ça fonctionne. En fait, j'ai vu d'origine sur les shifters des BMW, il y avait genre une tige avec un pivot, et en dessous, il y avait une autre tige qui allait jusqu'à la boîte. Et là, il y a qu'une seule tige. Alors, je suis vraiment pas convaincu que ça fonctionne. Oh, quoique. Oh la vache, attends, ça a l'air de fonctionner. Oh la dinguerie, oh là là. Alors, le jeu de malade. Je sais pas si on peut y faire quelque chose à ça, mais le jeu est ouf. Mais ça a l'air de marcher. Et la marche arrière, sur les BM, je crois que c'est là. Et à l'avant, ou... Ouais, là c'est la marche arrière. Putain les gars, oh la vache, comment je suis content. On a un embrayage. On a un shifter, on a un accélérateur. Attends, l'accélérateur, il faut juste remettre le tendeur pour l'instant parce que j'ai toujours pas trouvé de technique pour le... Tu vois, la pédale de l'accélérateur, quand j'appuie, elle reste au fond. Et ça, autant dire que ça peut être un peu dangereux. Bap, 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 bap. Bref, vas-y, je démarre la caisse. On va se faire plaisir. On va se faire un petit plaisir. Ok, l'ambiance à bord de la caisse est ouf parce que c'est pas... Ouah, j'ai le réflexe du... Est-ce que c'est au point mort? Ça y est, il y a un shifter à côté de moi. Vas-y, j'essaye, hein. Il y a 10 secondes de préchauffe. Direct. Ah. Ah oui. Ça marche. On va essayer la marche arrière. Oui. Oh oui. Waouh. Ah merde. Ah bah elle a calé. Que d'émotion. Ouais, elle pisse sa mère l'huile. Hein. Je suis un peu dégoûté quand même. J'aimerais vraiment la sortir du garage, mais là il est 2h du matin, et puis j'ai pas envie de la sortir avec une telle fuite quoi. Mais ça marche. Ça c'est vraiment une dinguerie par contre. Hein. Yo, c'est le matin, dernier jour de tournage sur cet épisode. J'ai réfléchi toute la nuit, enfin une bonne partie de la nuit, et je me suis dit que ça me ferait vraiment chier de pas pouvoir sortir la caisse uniquement parce qu'elle se vide en huile à chaque fois que je la fais tourner plus d'une seconde. Et je me suis dit, hey, j'ai un truc qui traîne à l'atelier. La feuille de joint, c'est fait exprès pour ce genre d'application, c'est fait exprès pour l'huile, c'est fait exprès pour les liquides de refroidissement, pour toutes ces merdes. Je démonte les 2 raccords, je dessine 2 magnifiques joints, je les découpe, et je les fous entre mon adaptateur en inox et le moteur. Ça devrait marcher. C'est pas le démontage le plus propre que j'ai fait de ma vie, mais au moins je le fais, et je m'en voudrais pas de pas l'avoir fait. Pour ceux qui ont raté l'épisode où j'installe ce truc là, bah voilà, en fait ça se met dans le bloc, dans le support de filtre à huile, et ça va directement sous pression dans mon radiateur. Le problème c'est qu'en fait l'étanchéité elle se fait uniquement avec le petit joint torique que tu vois. Donc moi je vais fabriquer un joint papier, qui va sûrement pas faire grand chose, mais au moins il sera là. Il sera autour de cette pièce là. Et normalement ça va être appuyé par la pièce en inox, et donc par le serrage des 2 vis. Ah, comment concluer un épisode de 505 sans son traditionnel problème de son? Donc évidemment pas de son sur cette explication, alors c'est à moi de le faire. Anthony était tout content de découper son joint papier qui va sauver l'étanchéité de son moteur. Il l'a installé sur la pièce et va le monter de façon très sérieuse. C'est faux. Bon bah l'installation des joints c'était pas très compliqué, hein. Je te l'ai pas filmé parce que bah globalement j'ai mis des joints, on les voit bien ici, ils sont bleu clair. Voilà, je vais te poser ici sur cette trépied. Puis tu me dis si ça coule, d'accord? Puis surtout si ça coule pas, après on peut s'occuper des freins. C'est parti!
Ok, y a plus de piles. Putain. Bon, pendant que la batterie charge, je vais mettre des étriers à l'avant. On va s'occuper que de l'avant dans cette vidéo-là pour un souci de temps. Et je vais essayer de le faire quand même assez correctement. Ça pourrait être bien de pas trop revenir sur la turbulence frein, déjà que c'est chiant à faire. Si c'est chiant 2 fois, ça sert à rien. Il y a juste un truc qui m'interpelle un peu, c'est qu'en fait la distance entre le disque et la jante est pas énorme. Alors j'espère qu'avec des disques d'origine de 240Z ça passe parce que j'ai pas pensé à ça. Mais pour ceux qui sont intéressés par le modèle de jante, parce que c'est un modèle vraiment pas courant, c'est des Panasport G7. C'est importé du Japon et c'était monté pas mal sur les 240Z. J'ai dit ça tout à l'heure? J'ai pas des freins de 240Z, j'ai des freins de S13, de 200 SX. Pas du tout de 240Z. En revanche, c'est des jantes de 240Z parce qu'elles ont les mêmes moyeux, même anthrax que les S13, les Silvia plus modernes, mais un look d'époque, quoi, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, un grand merci à la personne qui m'a vendu ça sur le bon coin. 4 étriers de S13, 2 avant, 2 arrière, j'ai envie de te dire un peu normal. Il y a même les plaquettes et il y a même encore une Duritavia dessus. Donc j'ai 2 Duritavia pour l'avant et j'en ai acheté 2 pour l'arrière. Après le reste, j'y ferai en conduite rigide. Il s'avère qu'on a une problématique. En fait, c'est un pas fin. C'est du M12 par 100. Bon, moi j'en ai 3. Parce qu'en fait, j'avais monté les moyeux arrière de Nissan, et les moyeux arrière de Nissan, il en faut 4 par moyeu. Et je sais pas, j'avais dû en commander 3 de plus en me disant si jamais j'en foire une ou 2, j'en ai 3. Et j'aurais dû en commander 4 de plus. Donc note à moi-même, quand tu commandes des vis spéciales, Anthony, commande-en genre 10 ou 12 de plus. Au moins, on sait jamais, donc... Et c'est ainsi qu'Anthony décida de monter ses étriers avec seulement 3 vis, 2 pour un côté et une seule pour l'autre. Mais quoi qu'il arrive, ça n'allait rien changer, car après un time-lapse de travail acharné, l'échec a frappé. J'ai pas réussi à connecter le maître cylindre du pédalier à mes durites en cuivre. Je sais pas pourquoi. Il y a du 3/8 et du 10 par 100. À cet endroit-là, j'ai bien mis du 3/8 et une fois que j'arrive au bout, l'olive elle prend pas et ce sera jamais étanche, tu vois, la durite en cuivre elle branle. C'est pas possible. Là, aujourd'hui, avec le matos que j'ai dans l'atelier, je ne peux pas connecter des freins à la voiture. On reconnaîtra encore une fois que j'ai eu une très mauvaise gestion du temps et que la vidéo ne s'est pas passée comme prévu. Donc si jamais vous avez envie de râler en commentaire, faites-le. Mais n'oubliez pas que moi aussi je suis un humain et que moi aussi je fais du tuning et que moi aussi des fois ça se passe pas comme prévu et je peux rien y faire. Mais moi je vais surtout vous dire un truc, c'est qu'en début de vidéo je vous ai promis quelque chose, je vous ai promis que cette voiture sortirait de l'atelier coûte que coûte aujourd'hui par ses propres moyens. Alors moi j'ai envie de dire que s'il y a pas de problème, j'aurais pas besoin de frein. Bon, on va voir une dernière fois cette histoire de fuite, et après on sort la caisse du garage, j'en ai plein le cul. Bon, ça n'a pas l'air de fuir. With great powers come great responsibilities. Je veux pas penser à ça. Alors j'ai pensé à plein de choses, mais pas à ça. Bon, écoutez, c'est le début d'une aventure. Je suis vraiment très content d'en être là. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai négligées tout au long de cette prépa. Quoi? Mais il parle comme si c'était le dernier épisode. Non, oula, c'est très loin d'être le dernier épisode. Mais pour moi, là, maintenant, ça symbolise le premier épisode de Something, j'allais dire. Yeah, that's the first episode of something, yeah. En vrai, c'est réellement le premier épisode de quelque chose. Les 6 derniers épisodes, c'était essayer de refaire une voiture. Maintenant, on a une voiture. Il va juste falloir la fignoler, l'équiper, la préparer. Juste vraiment un truc auquel j'ai pas pensé, au-delà de pas avoir de frein, c'est qu'en fait j'ai pas de pompe à eau. Donc c'est super, j'ai de l'eau, donc j'étais en mode ouais cool, maintenant qu'il y a de l'eau dans la voiture, elle peut plus chauffer. J'arrive là, je touche le radiatir, il est brûlant, je fais oh merde. Je touche là, c'est froid, je fais ah bah oui. Et en fait oui. Ça c'est la poulie de pompe à eau. Comme tu peux le voir, il y a pas de courroie. Oh bah ouais, je suis débile. Bon en tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui ont cru en moi. Un immense merci à tous ceux qui m'ont aidé un jour ou l'autre sur cette caisse. C'est loin d'être la fin, hein. Comme je l'ai dit sur TikTok il y a pas très longtemps, demander de l'aide, c'est pas être faible ou être ignorant, c'est justement accepter l'apprentissage. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui m'aident dans mes vidéos 505 que je suis un assisté. Tu vois ce que je veux dire? C'est important d'en parler maintenant, je vais en parler maintenant. Moi j'ai fait une école d'art, ça on me l'a pas appris en école d'art, tu vois. Ça je l'ai appris à moitié tout seul, à moitié sur internet et à moitié avec les copains. Ça fait 3 moitiés, 50% de chaque. Il y a plein de trucs qui sont pas forcément bien faits sur la caisse, mais au moins ça a le mérite d'être fait dans le sens où à chaque fois que je bosse sur cette caisse, je me dis putain pourquoi je fais ça? Je sais pas ce que je fais. Et en fait à chaque fois que je me dis ça, c'est ah bah c'est pour ça en fait que je le fais. C'est parce que je sais pas ce que je fais et quoi qu'il arrive, cette aventure-là, cette bagnole, je vais en sortir grandi. Je vais faire des erreurs, j'ai fait des erreurs pas mal, vraiment pas mal, encore dans cette vidéo, hein, beaucoup. Mais je sais que tout ça, ça va me servir et je sais que tout ça, bah dans de prochains projets ou même dans ma vie perso, ça m'aura aidé. Donc mon seul but avec ces vidéos, c'est simplement de vous dire que c'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave d'échouer parfois. Il faut se contenter des petites réussites. Et pour moi, sortir la caisse du garage, même sans frein, c'est une putain de grosse réussite. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo parce que je suis un peu ému, donc je sais juste pas trop quoi dire. Merci à tous. Ah putain, c'est incroyable. Les cardans, je les ai juste pointés en fait, et j'ai entendu un clac.